Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 avril 2026 et notre cher ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est avec nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Ravi d'être avec vous, Nima. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de commencer par la situation actuelle dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Nous avons appris par les Chinois qu'ils demandent à leurs citoyens de quitter l'Iran. Ils l'avaient déjà fait avant le début de la guerre. Et aujourd'hui, ils renouvellent cette demande. Nous avons 3 porte-avions dans la région, le George W. Bush, l'Abraham Lincoln et le Gerald Ford, tous déployés ensemble. Quelle est, selon vous, la situation au Moyen-Orient en ce moment? Eh bien, on est dans une accalmie des combats. Ce n'est pas fini. Le soi-disant cessez-le-feu n'en est pas vraiment un. C'est un cessez-le-feu de façade. Autrement dit, le blocus lui-même, comme l'a affirmé l'Iran, constitue une violation du cessez-le-feu. Il a été imposé après ce soi-disant cessez-le-feu. Et en réalité, ce n'est pas tant un blocus contre l'Iran qu'un blocus du détroit d'Ormuz, et donc de l'approvisionnement mondial en pétrole. Autrement dit, c'est un blocus contre tous les autres pays du monde, pas seulement contre l'Iran. On est donc dans une guerre d'usure, en quelque sorte, maintenant dans une phase diplomatique de cette guerre d'usure. Je trouve d'ailleurs assez ironique d'entendre ce que l'administration Trump dit à propos de l'Iran. Je ne pense pas qu'ils comprennent vraiment l'Iran. Il affirme que le gouvernement iranien est profondément divisé. Moi, je pense qu'il y a, oui, des différences d'opinion. Le ministère des Affaires étrangères a forcément son propre point de vue, puisque son rôle, c'est de faire de la diplomatie. Mais les dirigeants, le Conseil des gardiens, eux, ont une autre vision. Et ils semblent totalement unis. Donc, dire que le gouvernement iranien serait trop divisé pour prendre une décision, c'est franchement absurde. En réalité, c'est l'administration Trump qui est profondément divisée en interne. La seule chose qu'elle est capable de produire, c'est un ultimatum. Elle est tout simplement incapable de mener une vraie négociation. Donc, du point de vue iranien, ça ne sert à rien de parler avec l'administration Trump pour le moment. Monsieur Trump pense que le temps joue en sa faveur, c'est ce qu'il dit. Moi, je ne crois pas que ce soit le cas. D'abord, l'Iran a montré une capacité incroyable à supporter la douleur et à continuer d'avancer. C'est un pays fier et il ne se soumettra pas facilement. En revanche, la marine américaine, les 3 porte-avions dont vous avez parlé et les autres navires qui les accompagnent sont dans un état plutôt préoccupant. Le moral est bas, le matériel tombe en panne, les marins, apparemment, ne mangent pas à leur faim. Les fournitures de base s'épuisent. Le soutien logistique n'est plus là. Alors, combien de temps les États-Unis peuvent-ils maintenir ce blocus? C'est une vraie question, et je pense que les gens devraient vraiment s'y intéresser. Je n'ai pas vu beaucoup de discussions à ce sujet. On sait maintenant que l'arsenal des États-Unis et d'Israël a été sérieusement affaibli, ce qui était la stratégie de l'Iran depuis le début. Mais à mon avis, il y a plusieurs grains de sable dans la machine, si je puis dire. L'un d'eux, c'est ce qu'on appelle le cessez-le-feu au Liban. C'est un cessez-le-feu absurde, parce qu'en réalité, c'est un accord entre le gouvernement libanais, qui n'a jamais combattu Israël et ne défend pas le Liban, et les Israéliens, qui violent le cessez-le-feu quand ils le veulent. Donc en fait, personne n'a vraiment cessé le feu. Le Hezbollah, qui défend le Liban, continue de combattre Israël et rejette le soi-disant cessez-le-feu. Monsieur Trump vient de le prolonger de 3 semaines. Je ne vois pas très bien à quoi ça sert. J'imagine qu'il essaye d'apaiser l'Iran, mais je ne pense pas que ça marchera. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, c'est une accalmie. Il est très probable que les combats reprennent. En attendant, tout ce que font les États-Unis,
que ce soit le blocus de l'Iran ou les opérations de déminage dans le détroit d'Ormuz, est aussitôt suivi d'une réponse équivalente de la part de l'Iran. C'est du donnant-donnant, et il n'y a pas de solution évidente à tout ça. Donc en attendant, le temps passe. Les pays du monde entier manquent non seulement de pétrole, mais aussi d'engrais, d'aluminium, d'hélium pour la production de semi-conducteurs, d'urée, d'ammoniac et bien sûr de soufre. Tous ces éléments, dont le golfe Persique est au cœur de la production, sont aujourd'hui en pénurie grave. On commence à voir les premiers signes d'une forte inflation, et les États-Unis ont subi d'énormes dégâts en termes de réputation. On voit littéralement l'OTAN se désagréger sous nos yeux. Apparemment, le Pentagone essaye maintenant de trouver un moyen de punir l'Espagne, ou peut-être de la suspendre de l'OTAN, parce que l'Espagne est devenue, en quelque sorte, la conscience de l'Europe sur les questions liées à l'Asie de l'Ouest. Pedro Sánchez dirige un bloc démocratique qui vient de se réunir pour réfléchir à la manière de défendre la démocratie face aux États-Unis. Et vous savez, il y a des pays, par exemple au sud, l'Uruguay par exemple, est l'un des pays les plus démocratiques au monde. Et aujourd'hui, il y a un mouvement pour rassembler les démocraties face à la pression américaine. Les États-Unis traitent l'OTAN comme un groupe de combattants auxiliaires, des États vassaux, qui doivent suivre Washington partout où elle va. Et bien sûr, l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord, est une alliance défensive, liée uniquement à l'Europe, pas à l'Asie de l'Ouest ni à d'autres régions. Donc, à mon avis, ce qui se passe, c'est que l'OTAN est en train de se désagréger. Ce qui se joue, ce n'est pas tant autour du détroit d'Ormuz, mais les effets de cette situation se propagent désormais à l'échelle mondiale, et on commence à les ressentir très loin d'ici. En fait, l'administration Trump a divisé les pays de l'OTAN en deux camps, les méchants et les gentils. Et quand ils en parlent, ils mettent le Royaume-Uni, la France et d'une certaine façon l'Allemagne du côté des méchants. Les autres, comme la Pologne, la Roumanie et les pays baltes, seraient eux les bons alliés de l'OTAN. Eh bien, on a le Premier ministre polonais qui exprime des doutes sur la valeur réelle de l'appartenance à l'OTAN pour défendre la Pologne contre la Russie, son ennemi traditionnel. Donc vous voyez, je ne pense pas que cette logique de division tienne. Et pendant ce temps, avec la défaite de Viktor Orban en Hongrie, on assiste à la fin de la défense d'Israël au sein de l'Union européenne. Le veto qu'Orban utilisait au nom d'Israël n'existe plus. Israël cherche maintenant un autre cheval de Troie pour entrer dans la citadelle européenne, mais il ne l'a pas encore trouvé. Et bien sûr, Péter Magyar, le nouveau Premier ministre en Hongrie, mène une sorte de contre-révolution démocratique à l'intérieur du pays. Mais sur le plan de la politique étrangère, il ne change pas vraiment la ligne hongroise. Il a dit qu'il voulait parler à Vladimir Poutine. Il ne compte pas couper l'approvisionnement en pétrole venant de Russie. Il n'a pas mis son veto à un prêt destiné à l'Ukraine, mais il ne l'a pas approuvé non plus. Et la Hongrie n'y participera pas. Donc, les intérêts nationaux hongrois, visiblement, ne sont pas redéfinis en matière de politique étrangère. Même si, à l'intérieur, il y a un vrai effort pour rouvrir le pays à la liberté d'expression, à la liberté académique et à d'autres domaines qui avaient été restreints sous le gouvernement Orban. Monsieur l'ambassadeur, Donald Trump a publié ce tweet qu'il a ensuite supprimé. Il disait, l'un des rares tweets qu'il fait, « Je viens d'avoir un excellent appel téléphonique avec le Premier ministre d'Arménie, Nikol Pachinian, un dirigeant très intelligent et très coriace. Il a accepté que les États-Unis puissent utiliser leur aérodrome
si l'Iran refuse de respecter l'accord de paix qui sera conclu. Croyez-moi, il dit que l'Iran est faible, brisé, et qu'ils n'ont pas le choix. Pachinian a tout compris. S'ils ne respectent pas l'accord, on les frappera si fort qu'ils ne comprendront pas ce qui leur arrive. Et l'Arménie va beaucoup aider, vraiment. Merci au Premier ministre Pachinian. C'est très légal et très juste, mais triste pour l'Iran et tout ça. Pachinian et l'Arménie, je ne sais pas trop comment ils le prennent, parce que c'est un petit pays, avec, vous savez, une population pas très importante. Leur puissance, leur force militaire, n'est pas significative face à l'Iran. Et ils pourraient être détruits, comme les Émirats arabes unis, le Qatar et le CCG. Il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé dans le Golfe Persique. Mais on dirait que l'Arménie ne le perçoit pas comme ça. Eh bien, tout d'abord, nous n'avons que la version de Donald Trump sur cette conversation. Et il a tendance à déformer les faits. Donc, on ne sait pas vraiment. Mais c'est certain, l'Arménie est un pays important, surtout parce qu'il y a énormément d'Arméniens dans le monde, beaucoup plus qu'en Arménie même. Il y a une grande communauté américano-arménienne, beaucoup d'Arméniens au Liban et en Iran. Donc, l'Arménie a une influence qui dépasse largement sa taille. C'est aussi un grand bénéficiaire de l'aide américaine, ou du moins ça l'a été. Je ne connais pas la situation actuelle depuis que l'agence USAID a été démantelée par l'administration Trump. Je soupçonne qu'il y a une sorte de pot de vin dans cet accord présumé pour utiliser les aérodromes arméniens. Mais je pense que, du point de vue de M. Pachinian, le dirigeant arménien, ce n'est pas une bonne affaire, précisément pour la raison que vous avez mentionnée. L'Arménie va maintenant devenir une cible pour l'Iran. Ce n'est pas vraiment une cible directe. L'Azerbaïdjan, qui est l'adversaire de l'Arménie sur la question du Haut-Karabakh, est très fortement sous influence israélienne. Donc j'ai un peu de mal à comprendre exactement ce que ce tweet veut dire. Ce qu'il indique clairement, en revanche, c'est que l'Iran compte viser l'Arménie s'il y a une reprise des combats. Et je pense que ce sera le cas. C'est pour ça que, pour revenir à votre question initiale, on peut supposer que les Chinois ont estimé qu'il y aurait effectivement une reprise des hostilités et que cette reprise viserait les infrastructures, là où se concentrent la plupart des investissements chinois en Iran. Donc, à mon avis, c'est un signe important. Les Chinois semblent avoir conclu que la guerre va reprendre une phase active, une phase dite cinétique. Monsieur l'ambassadeur, je pense qu'on a maintenant une certaine idée de ce qui s'est passé jusqu'à présent dans la guerre contre l'Iran. En juin 2024, avant juin 2025, J.C. Vance affirmait que ce président allait être différent et que cette guerre le serait aussi. Voici ce qu'il a dit. Je comprends les Américains qui sont épuisés après 25 ans d'implication à l'étranger, surtout au Moyen-Orient. Je comprends cette inquiétude. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, on avait des présidents incompétents. Aujourd'hui, on a un président qui sait vraiment comment atteindre les objectifs de sécurité nationale des États-Unis. Donc ça ne va pas être une opération longue et interminable. Nous sommes intervenus, nous avons accompli la mission de freiner leur programme nucléaire. Maintenant, nous allons travailler à le démanteler définitivement dans les années à venir. Et c'est exactement ce que le président s'est engagé à faire. Et principe simple, l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. C'est ce qui a guidé la politique américaine au cours des 130 derniers jours. Et ça va continuer à être un moteur essentiel de notre politique au Moyen-Orient pour les 3 ans et demi à venir. L'autre point, monsieur l'ambassadeur, c'est celui-ci.
Comme l'a rappelé le département d'État, les États-Unis sont engagés dans ce conflit à la demande d'Israël et dans le cadre de la défense collective de leurs alliés. Et ça, c'est allez-y. Comment pouvez-vous concilier ces deux éléments? Eh bien, oui, on peut. Et ça rappelle que J.D. Vance a un diplôme de droit. Et vous savez, ce qu'on apprend aux avocats, c'est que même si votre client est coupable, vous pouvez quand même plaider qu'il est innocent et vous faites le meilleur argument possible. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Franchement, ce n'est pas très convaincant. D'abord, personne ne pense que les anciens présidents étaient stupides. Beaucoup de gens, en revanche, pensent que Donald Trump l'est. Donc, cette idée que la différence, c'est qu'on a maintenant un président qui sait ce qu'il fait, ça va pas très loin, voire nulle part. Ce n'est pas une défense crédible de la politique. Et bien sûr, on sait tous que, même si Donald Trump avait tendance à suivre les conseils israéliens pour différentes raisons, c'est en partie parce que sa campagne a été financée par des personnes très attachées à Israël. Mecca, qui insiste pour qu'il tienne ses engagements envers eux en soutenant Israël. Mais il y a aussi les dossiers Epstein, et il est très clair qu'Israël détient des informations compromettantes qui pourraient détruire M. Trump auprès de sa base nationaliste chrétienne. Donc on sait tous que du coup, il n'est pas seulement enclin à suivre la ligne de Netanyahou, il la suit réellement. Et on a l'exemple du vice-président lui-même, J.D. Vance, qui revient d'Islamabad, alors que Netanyahou a déclaré « Eh bien, il me rendait compte », comme s'il était une sorte de subordonné. Ce qu'il est en fait, à mon avis, à cause de la position dans laquelle se trouve son patron, le président, vis-à-vis d'Israël. Donc oui, ces contradictions sont impossibles à surmonter. Et on continue. Il n'y a absolument aucun intérêt américain en jeu concernant l'Iran qui soit servi par cette guerre. Si l'intérêt, c'est la non-prolifération, alors qu'en est-il d'Israël, qui a lui-même proliféré? Et je crois qu'à Islamabad, la partie iranienne avait dit qu'elle démantèlerait son programme nucléaire si Israël faisait de même. Mais bien sûr, Israël ne le fera pas. Donc il n'y a pas d'intérêt de non-prolifération. Le régime en Iran n'a pas changé. Au contraire, il est devenu plus dur, plus nationaliste, plus radical. L'Iran n'a pas perdu sa capacité de riposter en cas d'attaque. Et si on assiste à un nouvel échange de tirs, l'Iran frappera lourdement Israël, et je suppose maintenant l'Arménie aussi. Ce qui va se passer dans le Golfe dépend du dialogue entre les pays du Golfe et l'Iran. S'ils vont continuer à frapper le Golfe ou non, c'est une autre question. Mais l'idée selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis auraient la responsabilité de protéger les manifestants en Iran, si c'était bien l'objectif, eh bien il n'a pas été atteint. L'Iran est complètement verrouillé. Et on a vu, comme d'habitude, les effets des mesures coercitives sur d'autres pays. Ils se rassemblent derrière leur drapeau, ils ne cèdent pas. Je ne connais aucun exemple où la puissance aérienne, en attaquant et en détruisant des infrastructures dans un autre pays, aurait conduit à sa capitulation. Ça ne s'est encore jamais produit, et l'Iran ne fera pas exception. Hier, le ministre israélien de la Défense a déclaré qu'ils étaient prêts en attendant que les États-Unis leur donnent le feu vert pour y aller. Et j'imagine que si quelque chose se produit, ce sera, comme vous l'avez dit, un bombardement aérien contre des civils. On va assister à la mort et à la destruction en Iran. On le verra aussi en Israël. On ne connaît toujours pas l'ampleur des morts et des destructions en Israël, ni d'ailleurs ce qu'il en est pour les forces américaines, parce qu'il y a eu un camouflage dans les deux cas. C'est compréhensible. On peut comprendre pourquoi. Mais vous savez, je pense qu'Israël,
Oui, Israël a pour objectif de détruire l'Iran, ce qui veut dire que l'Iran a pour objectif de détruire Israël. Et si Israël est détruit, ce sera le résultat des décisions israéliennes. En fait, Israël s'est mis lui-même en danger, pas l'Iran. Ils rencontrent des difficultés dans le sud du Liban. Aujourd'hui, on a appris qu'ils subissent des pertes à un rythme qu'ils n'avaient jamais connu auparavant. C'est la nouvelle phase de la guerre contre l'Hezbollah. Et en même temps, ils veulent poursuivre la guerre contre l'Iran. J'imagine que la seule raison à cela, c'est de maintenir les États-Unis dans la région, de les garder ici, et de continuer à se battre pendant qu'ils essaient de faire quelque chose au Liban. Combien de temps les États-Unis veulent-ils rester dans la région, comme le souhaite Israël? Parce qu'avec Israël, il n'y a jamais de fin à ces exigences de la part des Israéliens. Ils veulent que les États-Unis restent là-bas pour toujours. Eh bien, je n'ai pas la réponse à ça. Je veux dire, il me semble très clair que l'opinion publique américaine, dans l'ensemble, ne soutient plus Israël. Et donc, Israël s'est mis dans la même situation que les deux royaumes croisés chrétiens en Palestine, il y a environ 800 ans. Autrement dit, il risque de perdre le soutien extérieur, pourtant essentiel à sa survie. L'arrogance des Israéliens, elle, ne connaît vraiment aucune limite. Et oui, je suis sûr que le ministre de la Défense, M. Katz, est impatient de continuer à tuer des gens, non seulement au Liban, mais aussi en Iran. Et bien sûr, on sait que ce qui se passe dans le sud du Liban, qui représente environ un cinquième du pays, c'est une zone occupée par Israël. Ils y appliquent le même programme qu'à Gaza: détruire toutes les habitations, les infrastructures, essayer de chasser les habitants, d'éliminer les gens qui vivent là et rendre leur retour impossible. Et on sait aussi que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le gouvernement libanais qui agit, mais le Hezbollah. Le gouvernement libanais, lui, est dans une sorte de faux cessez-le-feu avec Israël. Le Hezbollah, non. Il défend le Liban et les habitants libanais du sud du pays. Donc vous voyez, ce cessez-le-feu, c'est une mascarade. Ce n'est rien de sérieux. Aujourd'hui, quand on regarde les pays du Golfe, on sait que le blocus, comme vous l'avez mentionné, le blocus iranien, a un impact sur eux. L'Iran crée certaines difficultés, par exemple pour les Émirats arabes unis, avec des pétroliers qui ont du mal à y accéder. Et les Émirats, non seulement sur ce plan-là, mais aussi parce qu'ils manquent de certaines ressources, parlent de se rapprocher de la Chine. Selon vous, quel rôle joue la Chine? Et comment Pékin perçoit-il la situation avec les pays du Golfe? Eh bien, je pense que les Chinois estiment que les États-Unis ont perdu leur position d'influence et leur rôle dominant dans la région du Golfe Persique à cause de cette guerre. Et au-delà de ça, qu'ils sont en train de perdre leur position à l'échelle mondiale. J'ai mentionné la désunion de l'OTAN avec la tentative de suspendre la participation de l'Espagne, ce qui, à mon avis, va pousser d'autres Européens à se rallier contre les États-Unis, un peu comme l'avait fait la question du Groenland. Et je pense que les Chinois calculent que quand la guerre sera terminée, et toutes les guerres finissent tôt ou tard, ils auront une position d'influence beaucoup plus forte dans le Golfe. Et c'est révélateur, je crois, que Mohammed Ben Salman ait apparemment appelé Xi Jinping. Je ne sais pas s'il l'a fait pour le prévenir d'une éventuelle nouvelle attaque américaine contre l'Iran. Cela pourrait expliquer pourquoi les Chinois ont ordonné à leurs citoyens de quitter l'Iran. Mais il est clair que la Chine sort de cette guerre comme la grande bénéficiaire. Son image de médiateur, de conciliateur, s'est considérablement renforcée. Sur le plan économique, elle n'a pas été trop touchée, même si, comme on s'y attend,
le blocus du Golfe risque de plonger le monde dans une récession. Dans ce cas, les marchés chinois se tariront et les entreprises chinoises en souffriront. Mais cette guerre a rapproché la Russie et la Chine, et la Russie est devenue un partenaire stratégique essentiel de l'Iran pendant ce conflit. Quant aux pays du Golfe, les pays arabes du Golfe, ils n'ont eu nulle part où se tourner. Dans la mesure où ils dépendent presque exclusivement de la défense militaire et non diplomatique, leur seul protecteur possible reste les États-Unis. Je pense qu'ils vont maintenant se tourner vers la diplomatie. Autrement dit, ils vont devoir contenir leur colère, une colère tout à fait compréhensible face à ce que l'Iran leur a fait, et chercher à faire la paix avec Téhéran. Pour y parvenir, ils devront se poser la question de savoir s'ils gardent ou s'ils suppriment les bases américaines présentes sur leur territoire. Mais à mon avis, de leur point de vue, ils viennent d'avoir une démonstration très claire. Les États-Unis ne sont pas seulement incapables de les défendre, leur présence sur place garantit même qu'ils seront attaqués par l'Iran. Ils ont aussi compris que les États-Unis ne se soucient pas vraiment d'eux, qu'ils ne se préoccupent que d'Israël. Je pense donc qu'on assiste à une rupture profonde en train de se produire dans la présence américaine dans la région. C'est encore un peu difficile à percevoir tant que les combats continuent, mais je crois que ce sera évident une fois les hostilités terminées. Monsieur l'ambassadeur, une dépêche de dernière minute de Reuters vient de tomber. Ils annoncent que le ministre iranien des Affaires étrangères se rend à Islamabad. Apparemment, il est accompagné d'une délégation, toujours selon Reuters, et ils vont y tenir une sorte de discussion. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, c'est tout juste sorti. Qui sait? Je veux dire, l'Iran n'a jamais refusé de parler. Ce qu'il refuse, c'est de rester assis à écouter un nouvel ultimatum. Si les États-Unis sont vraiment prêts à négocier avec l'Iran, alors il y a des points sur lesquels on peut s'entendre. Et d'ailleurs, vous savez, l'Iran vient de faire un geste assez intéressant concernant son propre blocus du détroit d'Ormuz. Il a accordé une exemption à la Russie, donc les Russes n'auront pas à payer les frais. J'ai entendu la même chose à propos de l'Espagne. Ah oui, j'en suis sûr. Et je veux dire, l'Iran joue cette carte avec beaucoup d'habileté. Mais en même temps, ça montre aussi qu'il sait faire preuve de souplesse. Vous voyez, je reviens toujours à cette idée que, une fois cette guerre terminée, la souveraineté iranienne, ou du moins une certaine forme de contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz, devra être reconnue. En échange, l'Iran devra accepter certaines règles sur la manière dont il exerce ce contrôle, un peu comme les Turcs ont accepté des règles concernant les Dardanelles. Donc s'il y a une discussion à Islamabad, c'est une bonne chose. Et nous espérons, nous devons espérer que ce n'est pas encore une fois une couverture pour une attaque surprise d'Israël et des États-Unis. Et il y a de très bonnes raisons pour lesquelles l'Iran ne fait pas confiance aux États-Unis. Non seulement nous avons déchiré le JCPOA, le plan d'action global commun, l'accord nucléaire de 2015, mais nous avons aussi, à 2 reprises, utilisé les négociations comme couverture pour une attaque surprise. Alors, s'il y a des discussions à Islamabad, j'espère sincèrement que quelqu'un d'autre que Witkoff et Kushner représente les États-Unis, parce qu'ils n'ont absolument aucune crédibilité auprès de l'Iran. Et il n'est pas évident qu'ils défendent les intérêts américains plutôt qu'israéliens. When it comes to the talks, Ambassador, basically looking at JCPOA and the current situation in Iran, I don't see that they're going to get anything better than JCPOA. It's going to be something like that.
Non, en fait, j'ai le fort sentiment que cette guerre, lancée par Israël et les États-Unis, a très probablement créé à Téhéran un consensus selon lequel l'Iran doit se doter de l'arme nucléaire. Si c'est bien le cas, alors l'Iran suivra l'exemple israélien et le fera de manière clandestine. Il se peut même que ce soit déjà fait. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu de l'hexafluorure d'uranium enrichi à 60%. A-t-il été porté à un niveau d'enrichissement de 90 à 92%? A-t-il été transformé en métal ou non? Nous n'en savons rien. Il est donc possible qu'aujourd'hui, l'Iran possède effectivement une arme nucléaire. Iran may actually now have a nuclear weapon. And in that case, we're talking about. Dans ce cas-là, on parle d'une situation un peu comme celle de l'Afrique du Sud, où il y avait réellement une arme nucléaire. Il faut alors négocier pour s'en débarrasser. Et ça, c'est pas simple. L'Iran ne va pas renoncer à l'enrichissement ou à sa capacité de fabriquer une arme nucléaire sans rien en échange. Et l'Iran a été très clair, il veut une paix à l'échelle de toute la région. C'est pour ça que la situation au Liban est si importante. Il va falloir faire face à cette réalité, parce que l'Iran, pour reprendre l'expression de Donald Trump, a les cartes en main. Maintenant, le détroit d'Ormuz est essentiel pour l'économie mondiale, et bloquer le blocus, c'est contre-productif, pas constructif. On a vu l'émissaire de la Corée du Sud se rendre en Iran et discuter avec les Iraniens. Et il semble que les Européens, d'une certaine manière, essayent de faire la même chose. Personne n'a vraiment le choix. Si on veut préserver sa prospérité, il faut traiter avec l'Iran à l'échelle mondiale. Certains disent que l'Iran est désormais une puissance mondiale. Moi, je ne le pense pas. Mais si on définit une puissance mondiale comme un pays dont les intérêts doivent être pris en compte partout dans le monde, alors oui, l'Iran a atteint ce niveau dans le secteur de l'énergie. Ce n'est pas la même chose que d'être une superpuissance militaire ou politique, bien sûr. Mais l'Iran a les cartes en main. Et oui, j'ai vu la vidéo de l'envoyé sud-coréen reçu à Téhéran. Ce genre de choses va se multiplier. L'Espagne, comme vous l'avez mentionné, a déjà ouvert son ambassade à Téhéran. Tout le monde va devoir faire la paix avec l'Iran, dans son propre intérêt, y compris les États-Unis. Et plus vite Donald Trump reconnaîtra qu'il n'a pas gagné cette guerre et qu'il va devoir gérer les conséquences de sa défaite, mieux ce sera pour tout le monde. J'ai parlé avec Paul Craig Roberts. Le point que son ambassadeur soulève, c'est que l'enrichissement nucléaire de l'Iran est garanti par le traité de non-prolifération. Son argument, c'est le suivant. Pourquoi l'Iran devrait-il négocier sur l'enrichissement nucléaire? Pourquoi ne pas aborder la question plus large d'Israël, du Grand Israël? Qu'est-ce que ça signifie pour la région? Qu'est-ce que ça implique pour l'Iran, pour la Turquie? Selon lui, c'est ça qui devrait être l'objectif principal des négociations avec les États-Unis. Quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, il a tout à fait raison. Le traité de non-prolifération donne à l'Iran le droit à l'enrichissement, c'est indiscutable. Il accorde à l'Iran le droit de contrôler le cycle du combustible nucléaire sous des garanties appropriées, avec l'AIEA comme organisme chargé de ces garanties. Israël, lui, n'a jamais signé le TNP. Il est donc en violation de ce traité. Le TNP fait partie du droit international et Israël l'a bafoué. Et la question fondamentale au Moyen-Orient, dans la région d'Asie occidentale, en matière nucléaire, ce n'est pas l'Iran. Le vrai sujet, c'est Israël. Israël possède un nombre d'armes nucléaires inconnu, mais certains estiment qu'il en aurait près d'une centaine. Ils ont mis au point les moyens de livraison pour ces armes, à la fois depuis les airs, sur des missiles, et apparemment aussi depuis des sous-marins,
hérité de la technologie allemande. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Je trouve absolument incroyable que malgré la possession d'armes nucléaires par Israël, d'autres pays de la région aient accepté de respecter le traité de non-prolifération, y compris l'Iran, jusqu'à présent. Mais je pense que ce qui vient de se passer le 28 février et ensuite constitue un argument très convaincant pour que l'Iran développe sa propre dissuasion nucléaire, tant qu'Israël en possède une. Donc au fond, la vraie question devrait être, comme le dit M. Roberts, qu'en est-il de la question nucléaire israélienne? What about the Israeli nuclear issue? Yeah. And the other point that he's mentioned is the Israeli. L'autre point qu'il a évoqué, c'est Israël, le concept du grand Israël. Et la question, c'est comment les pays de la région vont percevoir ça. Parce qu'au fond, si on regarde la cause principale de ces guerres sans fin au Moyen-Orient, c'est la politique israélienne d'expansion de son territoire vers le sud du Liban, le sud de la Syrie, Gaza et la Cisjordanie. C'est ça, le vrai problème pour la région. Les États-Unis, eux, semblent prêts à se battre, je pense, indéfiniment pour Israël. Eh bien, c'est exactement ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères d'Oman. La source d'instabilité dans la région, ce n'est pas l'Iran, c'est Israël. L'Iran ne cherche pas à étendre son territoire. L'Iran veut simplement être à l'abri des menaces étrangères. C'est pour cette raison qu'il entretient des relations avec différents mouvements de résistance, ce qui complique la menace venant d'Israël. Mais l'Iran ne s'étend pas. Israël, lui, est un État sans frontières, reconnu, sans limites convenues. Il ne respecte pas les frontières qu'il a avec ses voisins. Et il le montre au Liban, où il est pratiquement en train d'annexer tout ce qui se trouve au sud du fleuve Litanie. Il le montre aussi en Syrie, où des colons israéliens essayent d'implanter des colonies dans des zones occupées du territoire syrien. Tôt ou tard, ils y arriveront, parce qu'ils ont le soutien du cabinet israélien, même si pour l'instant, l'armée israélienne ne leur permet pas d'établir de colonies. Alors oui, je voudrais ajouter un autre point, et c'est un point vraiment fondamental. On entend des accusations qui relèvent de la Hasbara, leur propagande israélienne, et qui ont été reprises en Occident, selon lesquelles, je cite, « L'Iran serait le plus grand soutien du terrorisme dans le monde. » C'est absurde. C'est Israël qui est le plus grand auteur d'actes terroristes. Il gouverne par la terreur dans les zones qu'il contrôle. Il terrorise ses voisins. Et il utilise explicitement, si l'on définit le terrorisme comme l'usage de la force contre des civils à des fins politiques d'intimidation, eh bien Israël fait cela chaque jour, et le fait depuis 78 ans. Alors voyons. En gros, Israël, avec l'aide des médias occidentaux et de politiciens dociles en Occident, a complètement renversé la vérité. On accuse les autres de terrorisme, alors qu'Israël le pratique, et personne ne dit rien. On accuse les autres d'atrocités, pendant qu'Israël assassine des dirigeants, commet des génocides et procède à un nettoyage ethnique. On accuse les autres de violation des droits humains, alors qu'Israël pratique l'apartheid. Bref, la vérité a été retournée. Le noir est devenu blanc. Et je pense que, malheureusement pour les Israéliens, leur comportement est devenu tellement extrême que cette inversion de la vérité est en train de disparaître. Les gens commencent à voir clair. Et vous savez, on entend même des Israéliens réfléchis poser la question fondamentale. Pourquoi tout le monde nous déteste? Et la réponse qu'ils ont donnée par le passé, c'est « Eh bien, tout le monde est antisémite ». Mais Israël a réussi à transformer l'antisémitisme, qui était à l'origine une maladie européenne, très peu présente dans le monde islamique ou ailleurs, quasiment absente ailleurs, et à le mondialiser. Aujourd'hui, tout le monde est considéré comme antisémite, si on définit l'antisémitisme comme le fait d'être contre Israël, de se méfier d'Israël,
et donc de se méfier des gens qui affirment, comme le font les Israéliens, être l'État juif. Beaucoup de Juifs n'acceptent pas cela, et ils ont de bonnes raisons. Ils ne veulent pas être associés à un État qui agit comme le fait Israël. D'autres, si. Mais Israël a accompli quelque chose d'impossible. Il a pris cette maladie européenne qu'est l'antisémitisme, et il en a contaminé le monde entier. C'est totalement contre-productif. Just totally counterproductive. Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement israélien a reçu, de la part des démocrates comme des républicains, sous l'administration Biden comme sous l'administration Trump, je pense, le soutien le plus fort qu'il ait eu depuis de très nombreuses années. L'administration Biden, la destruction totale de Gaza, ce qui s'est passé en Syrie, et puis Donald Trump qui attaque l'Iran et donne tout ce que Netanyahou demande. Est-ce que c'est, selon vous, le sommet de ce qu'il pouvait obtenir? Et est-ce que tout cela risque de s'effondrer avec le temps? I don't think it can be sustained for the reasons we've mentioned. Je ne pense pas que ça puisse durer, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Israël a sali son propre nid. Le pays a retourné le monde entier contre lui. Et ce monde-là inclut maintenant une majorité d'Américains, alors que les États-Unis ont toujours été, en gros, le principal rempart d'Israël contre deux choses. D'abord, la protection politique, les vétos au Conseil de sécurité de l'ONU et l'immunité face aux critiques dans les médias occidentaux. Et ensuite, ce qu'on appelle l'avantage qualitatif dont Israël bénéficie sur le plan militaire, avec le soutien des États-Unis, quoi qu'ils fassent, un soutien inconditionnel. Les deux ont disparu maintenant. Ces deux éléments ont disparu. Même Donald Trump, malgré la position difficile dans laquelle il se trouve vis-à-vis d'Israël, a apparemment réussi à dire à Benjamin Netanyahou « Tu ne peux pas continuer au Liban comme tu le faisais ». Bien sûr, je ne pense pas que Netanyahou finira par obéir à Trump, mais au moins, Trump s'est retrouvé dans une situation où il a dû tenter de freiner Israël. Je ne crois pas qu'il ait réussi, mais il a essayé. Alors, est-ce que cette situation peut durer? Non, pas du tout. Comme vous le dites, on est sans doute au point culminant, et à partir de maintenant, les relations entre les États-Unis et Israël ne feront que se détériorer. Pensez-vous que quelque chose de vraiment important changerait en Israël si Netanyahou était écarté du pouvoir? Non, pas vraiment. Je veux dire, la vraie question, encore une fois, c'est celle à laquelle on n'a pas de réponse. À savoir, à quel point Israël a-t-il été touché par ces échanges de tirs de missiles, ces bombardements avec l'Iran? Et quel effet tout ça a-t-il sur les Israéliens? On sait que beaucoup d'Israéliens ont émigré. On ne sait pas combien. On ne sait pas non plus si les bases d'un renversement du gouvernement actuel, que je qualifierais de fanatique et fasciste, sont posées ou non. Il est tout à fait possible que Netanyahou soit remplacé par quelqu'un d'encore pire. C'est difficile à imaginer, mais le cabinet est plein de gens qu'ils sont. Et peut-être que c'est ça, l'avenir. Dans ce cas, je pense que beaucoup d'Israéliens feront leurs valises et partiront parce qu'ils ne veulent pas vivre sous un régime religieux fanatique. Et je pense qu'il y a ici une sorte d'analogie avec l'Iran, peut-être. Beaucoup d'Iraniens, eux aussi, ne veulent sans doute pas vivre sous une dictature religieuse, une théocratie. Mais l'Iran, c'est un pays avec une histoire très ancienne et un immense territoire. Israël, non. Israël est un petit pays, récemment rétabli, ou plutôt, je devrais dire, fondé, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu dans le passé quelque chose comme cet Israël-là. Alors, est-ce que les gens vont s'accrocher à ce pays? Est-ce que la même dynamique qu'on voit en Iran pourrait se produire en Israël? Vous savez, là-bas, les gens n'aiment pas leur gouvernement, ni le régime, mais ils aiment profondément leur pays,
leur culture. Ils ont une identité qu'ils veulent préserver. Est-ce que ce sentiment pourrait s'imposer en Israël? Ou bien est-ce que le judaïsme traditionnel, qui a longtemps vécu comme une communauté religieuse à part entière dans différents pays, en participant à la culture locale, je veux dire, regardez la communauté juive d'Iran, dont la synagogue vient d'être détruite par Israël. C'est tout à fait possible. Les Juifs ont montré, au fil du temps, qu'ils pouvaient continuer à exister comme Juifs au milieu de populations non juives. Donc, à mes yeux, tout le fondement de l'expérience israélienne, celle d'un État sioniste, est discutable. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Great pleasure, as always. Très bien. Continuez votre excellent travail, Nima, et espérons qu'il n'y aura pas de reprise des combats à grande échelle. Oui, exactement. Merci.